À Noël, ma sœur s'est levée et a dit, les économies de papa sont toutes à moi. Elle n'a rien. Tout le monde a applaudi. J'ai regardé papa et j'ai demandé, papa? Papa, dois-je leur dire ce que tu m'as dit? Il a pâli. Ma sœur a crié. Dis quoi? Le bruit sec de la petite cuillère en argent frappant le cristal de baccarat a tranché net le brouhaha des conversations. C'était un son précis, impérieux, conçu pour exiger le silence immédiat. Et comme toujours avec Clarisse, elle l'a obtenu. Autour de la longue table en chêne massif, dans la salle à manger surchauffée de la maison familiale à Colmar, 20 têtes se sont tournées vers elle. Ma sœur. Clarisse. Elle se tenait debout, drapée dans une robe de soie rouge sang qui captait la lumière du lustre au-dessus d'elle, la faisant ressembler à une flamme vivante, ou peut-être à une plaie ouverte. Elle rayonnait de cette assurance toxique qu'elle avait perfectionnée depuis l'enfance, ce mélange d'arrogance et de charme superficiel qui hypnotisait nos parents et intimidait le reste du monde. L'odeur de l'oie rôtie et des marrons chauds emplissait l'air, normalement réconfortante, mais ce soir, elle me donnait la nausée. Je sentais mon estomac se nouer, un œuf froid et dur, comme si j'avais avalé un de mes propres outils d'horlogerie. Clarisse a balayé la pièce du regard, s'assurant que chaque oncle, chaque tante, chaque cousin avait les yeux rivés sur elle. Elle a pris une inspiration théâtrale, a levé sa coupe de champagne comme un sceptre, et a lâché la bombe. Sa voix était claire, tranchante comme du verre brisé. Puisque toute la famille est réunie, je pense que c'est le moment idéal pour annoncer la grande nouvelle. Tout est réglé. C'est clair comme de l'eau de roche. Les économies de papa, tout ce qu'il a mis de côté pendant 40 ans, c'est tout à moi. Elle a fait une pause, savourant les faits, puis son regard s'est posé sur moi, assis au bout de la table, dans l'ombre. Un sourire cruel a étiré ses lèvres peintes. Elle n'aura rien. Fanny n'a besoin de rien, n'est-ce pas? Pendant une seconde, le temps s'est suspendu. J'ai entendu le crépitement d'une bûche dans la cheminée, le seul son dans ce silence de mort. Et puis, l'inimaginable s'est produit. La salle a explosé. Pas de cris d'indignation. Pas de murmures choqués. Non. Ils ont applaudi. Mon oncle Bertrand a frappé dans ses mains le premier, criant « Bravo Clarisse !» Ma tante Solange a levé son verre. Des rires ont éclaté. Ils l'acclamaient. Ils célébraient ma dépossession, mon humiliation publique, comme s'il s'agissait d'un spectacle de fin d'année. Leurs applaudissements résonnaient dans mes oreilles, assourdissants, déformés, comme si j'étais sous l'eau. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je me sentais étrangement calme, d'un calme glacial et terrifiant qui m'était inconnu. C'était la sensation de l'acier froid contre la peau. La sensation de la vérité. Je me suis tourné lentement vers mon père, Marceau. Il était assis en face de moi, tassé sur sa chaise, le visage gris. Il fixait son assiette de porcelaine peinte comme s'il espérait que les motifs floraux l'aspirent et le fassent disparaître. Ses mains tremblaient si violemment que sa fourchette cliquetait doucement contre le bord de l'assiette. Il ne me regardait pas. Il ne pouvait pas. La honte le consumait vivant. Clarisse buvait son triomphe. Elle se rengorgeait, acceptant les félicitations, rayonnante. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que le silence de mon père était une acceptation, et que mon silence était une défaite. Mais ils ne savaient pas. Aucun d'eux ne savait ce qui pesait lourdement dans la poche intérieure de mon vieux manteau de laine, accroché dans le hall d'entrée. Ils ne savaient pas que je n'étais pas venu ici pour me battre, mais pour exécuter une sentence. J'ai pris une gorgée d'eau pour humidifier ma gorge sèche. Puis, j'ai posé mon verre avec un claquement délibéré sur la table. Le bruit n'était pas fort, mais il était dissonant. J'ai fixé mon père, ignorant le vacarme autour de moi, et j'ai parlé. Ma voix n'a pas tremblé. Papa? Papa, est-ce que je dois leur dire ce que tu m'as dit? La question a traversé la pièce comme une lame de rasoir. Les rires se sont éteints, un par un, remplacés par une confusion malaisée. Les têtes se sont tournées vers moi, puis vers Marceau. Mon père est devenu livide. La couleur a quitté son visage si vite qu'il ressemblait à un cadavre. Ses yeux se sont agrandis de terreur. Le sourire de Clarisse a vacillé. Juste une fraction de seconde,
mais je l'ai vue. C'était la fissure dans le cadran. Elle a senti le danger, cet instinct animal qui l'avait toujours servi. Sa voix est montée d'une octave, perçante, hystérique. Dis quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu inventes encore des choses. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai souri. Un sourire sans joie, sans chaleur. Tu es sûre de vouloir savoir, Clarisse? Avant que je ne vous raconte comment cette soirée de Noël a basculé dans le chaos total, et comment le sourire de ma sœur s'est transformé en masque d'horreur, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes en France, à Paris, à Marseille, ou peut-être ailleurs dans le monde francophone? Et quelle heure est-il chez vous? Savoir que vous êtes là, à m'écouter, me donne la force de revivre cette nuit. Je m'appelle Fanny. J'ai 29 ans, et pour ma famille, je suis un fantôme. Ou pire, un meuble. Un de ces meubles utilitaires qu'on remarque à peine dans un coin, jusqu'à ce qu'on ait besoin de poser quelque chose dessus. Je vis à Besançon, la capitale de l'horlogerie, à environ 1h30 de route de la maison familiale de Colmar. C'est une distance que j'ai soigneusement choisie. Assez près pour les obligations familiales inévitables, assez loin pour respirer. Je suis horlogère restauratrice. Je passe mes journées dans un atelier silencieux, penché sur des mécanismes vieux de plusieurs siècles. Mon monde est fait de roues dentées minuscules, de ressorts spiraux aussi fins que des cheveux, de loupes et de Bruxelles. C'est un monde de patience, de précision absolue. Dans mon atelier, si une pièce est défectueuse, on la répare ou on la remplace. On ne peut pas mentir à une montre mécanique. Si les engrenages ne s'alignent pas, le temps s'arrête. C'est binaire. C'est honnête. Tout le contraire de la maison où j'ai grandi. Ma mère, Solange, et ma sœur aînée, Clarisse, sont des êtres de bruit et de lumière artificielle. Clarisse a 34 ans, elle travaille dans l'immobilier de luxe. Elle vend du rêve, des façades brillantes, des promesses. Elle a toujours été l'enfant doré, le soleil de la maison, comme disait ma mère. Moi? J'étais l'ombre. J'ai appris très tôt à prendre le moins de place possible. À ne pas faire de bruit. À observer. Mon père, Marceau, n'était pas cruel. C'était un homme doux, passionné de mécanique, c'est lui qui m'a appris à tenir un tournevis avant même que je sache écrire. Mais sa douceur était sa faiblesse. Face à l'ouragan qu'était ma mère, il courbait l'échine. Il se taisait. Son silence a enveloppé mon enfance comme un brouillard épais. Il voyait les injustices, je le sais. Il voyait Clarisse recevoir les meilleures parts du gâteau, les vêtements neufs, les éloges pour des réussites médiocres, tandis que mes succès scolaires ou artistiques étaient accueillis par un haussement d'épaules indifférent. Mais il ne disait rien. Jamais. Jusqu'à ce que son silence devienne complice. Vivre à Besançon, dans mon petit appartement qui sent l'huile d'horlogerie et le vieux papier, c'est ma forteresse. Là-bas, je contrôle le temps. Là-bas, je suis respectée pour mon savoir-faire. Mais chaque retour à Colmar, surtout pour Noël, c'est comme rentrer dans une machine à remonter le temps défectueuse. Je redeviens la petite Fanny de 8 ans, invisible, mal aimée, assise sur un tabouret trop haut, regardant sa sœur déballer des montagnes de cadeaux en se demandant « Pourquoi pas moi ?» Mais ce Noël-là, quelque chose avait changé. Le mécanisme était grippé. Et j'étais sur le point de le démonter, pièce par pièce. Parce que cette fois, le silence de mon père n'était plus du vide. C'était de la peur. Pour comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait ce soir-là, il faut que vous compreniez l'ampleur des dégâts. On ne détruit pas sa propre famille sur un coup de tête. C'est le résultat de 1000 petites coupures, accumulées sur des décennies. La maison de mes parents à Colmar est magnifique, surtout à Noël. Une bâtisse alsacienne traditionnelle, à colombage, toujours décorée avec une perfection maniaque par ma mère. Des guirlandes lumineuses, des couronnes de sapin, une odeur de cannelle et d'orange séchée. Mais pour moi, franchir ce seuil, c'est comme entrer dans un musée des blessures. Chaque pièce contient le souvenir d'une humiliation. Je me souviens d'un jour précis. J'avais 10 ans. J'avais passé 2 semaines à fabriquer une carte de Noël pour mes parents. C'était un système complexe de papier découpé. Quand on l'ouvrait,
un petit sapin en 3D se déployait et une petite languette faisait bouger un Père Noël. J'étais tellement fière. C'était de l'ingénierie pure. Clarisse, elle, avait 15 ans. Elle avait pris 50 francs dans le porte-monnaie de papa, je l'avais vu faire, et avait acheté une écharpe en soie bon marché pour maman, en prétendant avoir économisé sur son argent de poche. Le matin de Noël, j'ai tendu ma carte, le cœur battant. Maman l'a ouverte, a regardé le mécanisme, et a dit d'un ton distrait, « C'est mignon, Fanny. Un peu trop de colle, ça gondole ici. » Elle l'a posée sur la table basse, sous une pile de magazines. Puis Clarisse a offert l'écharpe. Maman a poussé un cri de joie théâtrale. « Oh! Clarisse! De la soie! Et avec tes propres économies? Tu es tellement généreuse, ma chérie. Tu as vraiment le goût du beau. » Elle a porté cette écharpe tout l'hiver, la montrant à tout le monde comme un trophée de l'amour filial. Papa était là. Il avait vu le vol. Il avait vu mon travail. Il a croisé mon regard, ses yeux tristes et fuyants. Il a juste murmuré, « C'est très ingénieux, ta carte, ma puce. » Mais il l'a dit si doucement que personne d'autre ne l'a entendu. C'était ça, mon père. Des chuchotements de réconfort dans le noir, mais jamais une défense en pleine lumière. À 18 ans, le coup de grâce est tombé. J'avais été acceptée dans une prestigieuse école d'art et de design à Lyon. C'était mon rêve. Mais la même semaine, Clarisse a annoncé qu'elle voulait faire une école de commerce privée à Paris, hors de prix. Nous ne pouvons pas payer 2 logements et 2 scolarités, a tranché ma mère lors du dîner. Clarisse a besoin de cette école pour son réseau. C'est vital pour sa carrière. Toi, Fanny, tu es plus manuel. Il y a une très bonne formation d'horlogerie ici, en Franche-Comté. C'est plus, sensé pour toi. J'ai regardé papa. J'ai supplié silencieusement, dis quelque chose. Dis-leur que j'ai une bourse partielle. Dis-leur que c'est injuste. Il a baissé les yeux sur sa soupe. L'horlogerie, c'est un beau métier, Fanny. C'est noble. Ce jour-là, j'ai compris. Il y avait l'enfant prodige, et il y avait la roue de secours. Clarisse aurait tout, l'argent, le soutien, la gloire. J'aurais les miettes. Maman disait souvent, Clarisse est née éblouissante. Fanny, elle, est la forte. Et dans notre maison, être fort signifie n'avoir besoin de rien. Mais être fort, ça use. Ça creuse. Et au fil des années, j'ai vu mes parents vieillir, et j'ai vu Clarisse devenir de plus en plus rapace. Elle ne demandait plus, elle exigeait. Et il cédait. Toujours. Jusqu'à cette semaine. Jusqu'à ce que l'argent ne suffise plus, et qu'elle veuille tout le reste. 3 jours avant ce fameux dîner de Noël, mon téléphone a vibré sur mon établi. Il était 14h30. Je polissais le boîtier d'une montre Gousset du 19e siècle. L'écran affichait « Papa ». C'était rare. Marceau ne m'appelait presque jamais, de peur que Solange ne lui demande ce qu'il racontait à l'autre. J'ai décroché, coinçant le téléphone entre mon épaule et mon oreille. « Allô, papa ? Tout va bien pour dimanche ? Fanny ?» Sa voix m'a glacé le sang. Ce n'était pas sa voix habituelle, douce et résignée. C'était une voix brisée, tremblante, chargée d'une panique brute que je ne lui avais jamais connue. Il chuchotait, et j'entendais le vent siffler en arrière-plan. « Papa ? Où es-tu ? » « Je suis dans le garage. » Je fais semblant de chercher du bois pour la cheminée. Il respirait fort, par saccades. « Fanny, il faut que je te dise quelque chose avant Noël. Il se passe quelque chose de grave. » J'ai posé mes outils. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est ta santé ? » Non, enfin, si, mon cœur ne tiendra pas si ça continue. C'est ta mère. Et Clarisse. Il a dégluti, le bruit était audible à travers le combiné. Elles me mettent la pression, Fanny. Tous les jours. Depuis des mois. Clarisse a des dettes, ou un projet, je ne sais plus, elle change de version tout le temps. Elle veut que je lui transfère tout. Maintenant. Pas à ma mort. Maintenant. Tout. Tu veux dire tes économies ?
Tout, a-t-il soufflé. L'assurance vie, le compte épargne retraite, l'argent de la vente du terrain de grand-père. Tout. Elles disent que c'est pour investir, que ça va rapporter gros. Que je suis un vieil égoïste de garder ça pourrir à la banque alors que Clarisse pourrait bâtir un empire. Papa, c'est ta retraite. C'est votre sécurité. Tu ne peux pas faire ça, ai-je crié, oubliant le calme de l'atelier. Je sais, je sais. Il pleurait maintenant. Des petits sanglots étouffés, des bruits d'hommes à bout de force. Mais je suis fatiguée, Fanny. Tu ne sais pas comment c'est. Ta mère ne me parle plus. Clarisse me crie dessus, puis elle pleure, elle dit que je ne l'aime pas. Je n'en peux plus. J'ai peur de signer, mais j'ai peur de dire non. Elles ont préparé les papiers pour lundi. La colère, une colère noire et visqueuse, a envahi mes veines. Ce n'était plus de l'injustice. C'était de l'abus de faiblesse. C'était du vol. Papa, écoute-moi. Ne signe rien. Tu m'entends? Rien. J'ai fait quelque chose, a-t-il avoué, sa voix descendant encore d'un ton. Le mois dernier, je suis allé voir Maître Lemercier. En secret. Je lui ai demandé s'il y avait un moyen de protéger, pour toi aussi. Parce que je sais qu'elles ne te laisseront rien. Soudain, j'ai entendu un bruit métallique à l'autre bout du fil. Une porte qui s'ouvre. Marceau. La voix de ma mère, stridente et soupçonneuse. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu parles à qui? À personne, a-t-il paniqué. Je cherchais les bûches. Raccroche, m'a-t-il murmuré précipitamment. On se voit dimanche. Ne dis rien. Surtout, ne dis rien. La ligne a coupé. Je suis resté là, le téléphone muet dans la main, au milieu de mes horloges qui faisaient tic-tac, tic-tac, tic-tac. Un compte à rebours avait commencé. Mon père, cet homme qui n'avait jamais levé le petit doigt pour me défendre, venait de m'appeler à l'aide. Il avait tendu la main depuis le fond du puits. Je ne pouvais pas le laisser se noyer. Pas cette fois. Je n'ai pas attendu. J'ai fermé l'atelier, annulé mes rendez-vous de l'après-midi, et j'ai sauté dans ma voiture. Pas pour aller à Colmar, c'était trop risqué. Je suis allé voir Maître Lemercier. Son cabinet était situé dans une vieille bâtisse de pierre au centre-ville, un lieu qui sentait la cire et l'autorité. Maître Lemercier était un vieil ami de mon grand-père. Un homme de loi à l'ancienne, rigide mais intègre. Quand je suis entré dans son bureau, essoufflé, il m'attendait. Il avait le dossier de mon père sur son bureau. Je me demandais quand vous viendriez, Fanny, a-t-il dit en ôtant ses lunettes. Votre père m'a appelé juste après vous avoir raccroché. Il était en larmes. Qu'est-ce qu'on peut faire, ai-je demandé, à l'endroit au but. Elles vont le dépouiller lundi. L'avocat a soupiré. La situation est grave. Votre sœur et votre mère exercent ce qu'on appelle une violence économique et psychologique. Marceau est vulnérable. S'il signe ses virements lundi, l'argent disparaîtra dans les investissements nébuleux de Clarisse, et quand il aura besoin de soins ou d'une maison de retraite, il n'y aura plus un centime. Et vous serez déshérité de fait. Il a poussé une pile de documents vers moi. Marceau a anticipé. C'est la première fois de sa vie qu'il fait preuve d'autant de clairvoyance, peut-être parce qu'il sent le mur arriver. Il veut mettre ses actifs à l'abri. Il veut faire une donation-partage immédiate, mais avec une clause très spécifique, la mise sous séquestre de la part liquide dans un fonds fiduciaire dont vous seriez la seule gestionnaire. J'ai relu la phrase 2 fois. Moi? Gestionnaire? Oui. Juridiquement, l'argent sera à votre nom, mais bloqué. Vous aurez l'obligation légale de pourvoir aux besoins de vos parents jusqu'à leur mort. Vous contrôlerez les cordons de la bourse. Clarisse recevra sa part légale minimale, mais pas l'intégralité de l'épargne qu'elle convoite. Et surtout, elle ne pourra pas toucher au capital principal de votre père. C'était radical. C'était une prise de pouvoir totale. C'était mettre mon père sous ma protection, contre sa propre femme et sa fille préférée. Il a signé, ai-je demandé. Il est passé hier matin, en prétextant une course à la pharmacie. Il a tout signé.
Il ne manque que votre signature pour accepter la charge de ce mandat de protection. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. Je pensais à mon père caché dans le garage. Je pensais au sourire carnassier de Clarisse. Je pensais à toutes ces années où on m'avait dit que je ne valais rien. En signant ce document, je ne prenais pas l'argent pour moi. Je prenais l'arme des mains de ma sœur. Je devenais le bouclier. C'est fait, a dit maître Le Mercier en apposant son sceau officiel. Le bruit du tampon a résonné comme un coup de feu. À partir de cet instant, les comptes sont gelés pour tout mouvement suspect. Lundi matin, la banque rejettera toute demande de transfert massif vers Clarisse. Mais elles ne le sauront pas avant. Donc dimanche soir, au dîner. Dimanche soir, elles penseront encore avoir gagné, a-t-il confirmé avec un petit sourire triste. Ce sera à vous de choisir le moment de leur annoncer la nouvelle réalité. Je suis sorti du cabinet avec une copie du dossier dans ma poche intérieure. Le dossier bleu. Il pesait quelques grammes, mais j'avais l'impression de porter une tonne de dynamite. J'étais prête pour Noël. Le 24 décembre, la neige tombait drue sur l'Alsace. J'ai garé ma petite Peugeot cabossée devant la grille en fer forgé. L'allée était déjà occupée par le SUV Porsche flambant neuf de Clarisse loué, probablement, ou payé à crédit avec l'argent qu'elle n'avait pas encore. Elle l'avait garé en travers, prenant toute la place, m'obligeant à me garer à moitié sur le trottoir boueux. Typique. En entrant dans la maison, la chaleur m'a frappé, ainsi que le bruit. Ma mère dirigeait les opérations en cuisine comme un général. Clarisse était dans le salon, une coupe de champagne déjà à la main à 18h, en train de rire avec une cousine. « Ah, te voilà », a dit ma mère en me voyant entrer. Pas de « bonjour », pas de « joyeux Noël ». Elle m'a scanné de la tête aux pieds avec une grimace. « Tu as encore mis ce vieux manteau ? On dirait que tu sors d'une friperie. Regarde ta sœur, elle est magnifique en Dior. » Clarisse s'est approchée, faisant teinter ses bracelets. « Laisse-la, maman. Fanny a un style rustique. Ça va avec ses petites horloges poussiéreuses. » Elle m'a fait une bise en l'air, sans toucher ma joue, comme si j'étais contagieuse. Je n'ai rien répondu. J'ai cherché mon père du regard. Il était dans son fauteuil habituel, près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Quand nos yeux se sont croisés, il m'a fait un micro-signe de tête, presque imperceptible. Il avait l'air terrifié. J'avais apporté un cadeau pour lui. Une montre à gousset que j'avais passé 6 mois à restaurer. Je l'avais posée sur la console de l'entrée. Alors que nous prenions l'apéritif, Clarisse a fait un geste ample pour raconter une anecdote sur ses clients milliardaires. Son bras a heurté mon paquet. La boîte a glissé de la console et s'est écrasée sur le carrelage en marbre. Crac. Le bruit du verre qui se brise. J'ai couru. J'ai ouvert la boîte. Le verre du cadran était fêlé en étoiles. 6 mois de travail. Oups, a dit Clarisse, la main sur la bouche, les yeux pétillants de fausse innocence. Oh désolé Fanny. Mais bon, tu n'avais qu'à pas laisser traîner tes affaires n'importe où. C'était quoi? Une vieillerie? Ma mère est arrivée, jetant un coup d'œil dédaigneux au débris. Ce n'est rien, c'est du matériel, ça se répare. Ne fais pas une scène pour ça, Fanny. Allez, on passe à table, l'eau va refroidir. Personne ne m'a aidé à ramasser. Personne ne s'est excusé. J'ai ramassé la montre brisée, sentant les éclats de verre s'enfoncer dans ma paume. La douleur physique m'a fait du bien. Elle m'a permis de canaliser la rage qui bouillonnait en moi. Arrêtons-nous une seconde. Si votre sœur venait de détruire délibérément votre travail acharné, et que votre mère riait en vous disant de ne pas faire de scène, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous hurlé? Auriez-vous pleuré? Ou auriez-vous fait comme moi, attendre le moment parfait pour frapper là où ça fait vraiment mal? Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. J'ai mis la montre brisée dans ma poche, juste à côté du dossier bleu. Patience, me suis-je dit. Tic-tac. Ton heure arrive. PHN 7, le dîner des masques, BATIC CANHNG con KNKN, ST, 720 CTA, Kong. Le dîner a commencé comme tous les dîners dans ma famille, une performance.
Une pièce de théâtre où chacun joue son rôle, sauf que le scénario est écrit par ma mère et que Clarisse est la seule star. La table était somptueuse. Nappe en lin blanc, argenterie de famille, bougies. Mais l'ambiance était électrique, une tension cassante que l'on respirait avec l'air. Je me suis glissée à ma place habituelle, en bout de table, le siège le moins confortable, celui où l'on se prend le pied de table dans les genoux. Clarisse trônait au centre, face au miroir, pour pouvoir s'admirer en mangeant. Les conversations tournaient tout autour d'elle. Son mariage à venir, le deuxième, ses projets immobiliers, ses succès imaginaires. Papa nous a aidés à bloquer le lieu de réception, disait-elle à ma tante Agathe, sa voix portant jusqu'au bout de la table. Et il couvre les grosses dépenses. C'est normal, il veut que ce soit parfait. Ma tante souriait béatement. C'est merveilleux, Clarisse. Tu le mérites tellement. Ma mère, assise à côté de Clarisse, rayonnait. Elle lui servait du vin, lui coupait presque sa viande. Quand un enfant est élu pour de grandes choses, toute la famille s'élève avec lui, a-t-elle déclaré, sans même me regarder. Je mangeais mon foie gras mécaniquement. Je regardais mon père. Il poussait la nourriture dans son assiette sans la manger. Il avait l'air de rétrécir à vue d'œil, ses épaules voûtées vers l'intérieur comme s'il essayait de disparaître. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que Clarisse allait faire son annonce. Et il savait qu'il n'avait pas eu le courage de me prévenir en face. À un moment, maman s'est tournée vers moi, comme si elle se souvenait soudain de mon existence. « Et toi, Fanny ? Toujours en train de bricoler tes vieilles montres à Besançon ? Je suis restauratrice, maman. C'est un métier d'art. Et oui, j'ai beaucoup de travail. » Elle a fait une moue dubitative. Enfin, tant que ça t'occupe. Certains savent construire un avenir, c'est un don. D'autres se contentent de peu. La pique était claire. Clarisse a ri, un petit rire cristallin et méchant. Oh maman, ne sois pas dure. Fanny aime sa petite vie tranquille. Elle n'a pas d'ambition, c'est tout. C'est reposant, les gens sans ambition. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour eux. J'ai serré ma fourchette si fort que mes jointures sont devenues blanches. Sans ambition. C'est ce qu'elle pensait. Elle confondait discrétion et faiblesse. Elle confondait silence et stupidité. Papa a toussé. Un petit bruit sec, nerveux. J'ai cru qu'il allait parler. J'ai cru qu'il allait dire « Arrêtez ». Fanny est brillante. Mais il a juste repris sa fourchette et a bu une gorgée de vin, les mains tremblantes. Il a replongé dans son mutisme. C'était le signal. Le moment était venu. Clarisse a repoussé son assiette. Elle a lissé sa serviette sur ses genoux avec ce geste de propriétaire terrien satisfait. Elle a attrapé sa coupe de champagne. Elle a tapé dessus avec sa bague en diamant. Cling. Cling. Le son du jugement dernier. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place ? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Nous sommes revenus au moment où tout a basculé. Clarisse s'est levée. Elle a savouré le silence qu'elle venait de créer. Elle aimait ça, l'anticipation. Elle aimait voir les gens suspendus à ses lèvres. J'ai une annonce, a-t-elle dit, les yeux brillants de cupidité. Une grande annonce. Je savais ce qui allait suivre. Je l'avais lu dans le dossier bleu. Mais l'entendre de sa bouche, avec cette arrogance, c'était une torture physique. Comme vous le savez, papa et maman prennent de l'âge. Il est temps de penser à la transmission, à l'avenir du patrimoine familial. Elle a posé une main possessive sur l'épaule de mon père, qui a tressailli comme s'il avait été brûlé. Papa et moi avons eu de longues discussions. Il est d'accord pour dire que l'argent doit aller là où il est utile. Là où il peut fructifier. Elle a marqué une pause, souriant à l'Assemblée. C'est pourquoi papa a décidé de me confier la totalité de ses économies et de ses placements dès lundi. Pour investir dans ma société et sécuriser notre avenir à tous. Un murmure a parcouru la table. 380 000 €.
C'était une somme énorme pour notre famille. C'est ce que papa pense être juste, a-t-elle continué, en faisant tourner le champagne dans son verre. Certains d'entre nous construisent des empires. D'autres. Elle a tourné ses yeux vers moi, doux comme du miel empoisonné. D'autres n'ont besoin de rien. Fanny a sa petite vie simple. Elle n'a pas de charge, pas de grands projets. Elle vit seule. Elle comprendra que cet argent sera mieux utilisé entre mes mains. Elle n'aura rien, a-t-elle conclu brutalement. C'est plus simple comme ça. Pas de jalousie, pas de gaspillage. Tout pour le futur. Et c'est là que les applaudissements ont éclaté. C'est là que ma mère a dit, c'est une grande étape pour elle. Nous devrions tous être heureux pour Clarisse. Heureux. Il voulait que je sois heureuse d'être dépouillée, effacée, niée. Je regardais mon père. Il était au bord de l'évanouissement. Il ne respirait presque plus. Il attendait que la foudre tombe, mais il ne savait pas d'où elle viendrait. Les applaudissements se sont calmés. Les verres se sont levés pour porter un toast à la future magnate de l'immobilier, à la fille prodige qui venait de voler l'héritage de sa sœur avec la bénédiction de sa mère. Le toast n'a jamais eu lieu. Parce que j'ai parlé. PHN 9, la riposte, CUPHNN, ST, 780 CTA, Kong. Papa? Papa, est-ce que je dois leur dire ce que tu m'as dit? Ma voix n'était pas forte, mais elle a coupé l'air comme un fouet. Le silence est retombé, plus lourd, plus oppressant qu'avant. Clarisse a froncé les sourcils, son verre à mi-chemin de ses lèvres. L'interruption ne faisait pas partie de son script. Pardon, a-t-elle lâché, agacée. Je n'ai pas quitté mon père des yeux. Papa. Tu veux leur dire, ou je le fais? Marceau a levé les yeux vers moi. J'y ai vu de la peur, oui, mais aussi, pour la première fois, une lueur d'espoir. Il a vu que je ne tremblais pas. Il a vu que je n'étais plus la petite fille qui pleurait pour une carte de Noël. J'étais l'horlogère, et j'étais venue réparer le mécanisme. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a dégluti. Une fois. 2 fois. Fanny, qu'est-ce que tu racontes? A aboyé ma mère. Tu gâches le moment de ta sœur. Tais-toi et bois ton champagne. Non, ai-je dit calmement. Je ne me tairai pas. Parce que ce que Clarisse vient d'annoncer est un mensonge. Clarisse a posé son verre si fort que le pied a failli casser. Un mensonge? Tu oses me traiter de menteuse? Papa et moi sommes d'accord. C'est signé. Enfin, ce sera signé lundi. Non, Clarisse. Ce ne sera pas signé lundi. Parce que papa a déjà signé autre chose. Hier. J'ai sorti le dossier bleu de ma poche. Je l'ai posé sur la nappe blanche, entre le foie gras et les bougies. Le seau de maître Lemercier brillait sous la lumière. Clarisse a regardé le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe. C'est quoi ça? C'est un mandat de protection future et une donation partage sous séquestre, ai-je articulé, utilisant les termes juridiques précis que j'avais appris par cœur. Papa m'a appelé il y a 3 jours. Il pleurait. Il m'a dit que vous le forciez. Qu'il avait peur de vous. Un hoquet de stupeur a parcouru la table. Quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu !» C'est faux, a hurlé ma mère. Marceau, dis-leur que c'est faux. Et là, mon père s'est redressé. C'était lent, douloureux, comme un vieil arbre qui se redresse après la tempête. Il a posé ses mains à plat sur la table pour arrêter de trembler. C'est vrai, a-t-il dit. Sa voix était rauque, mais on l'entendait. C'est vrai, Solange. J'ai appelé Fanny. Clarisse a reculé d'un pas, trébuchant presque sur sa traîne. Quoi? Papa? Tu as fait quoi? J'ai tout sécurisé, a continué mon père, les larmes aux yeux. J'ai donné pouvoir à Fanny. Tout est à son nom maintenant. Le compte épargne, l'assurance vie, la maison. Tout est bloqué. Tu ne peux pas avoir fait ça, a crié Clarisse, son visage rouge se déformant de rage. C'est mon argent. C'est pour mon projet. Ce n'est pas ton argent, Clarisse, a explosé mon père, criant pour la première fois depuis 20 ans. C'était ma retraite. C'est notre vie.
Et tu voulais tout prendre. Tu voulais me laisser sans rien. Le cri de mon père a résonné longtemps dans la salle à manger. C'était le cri d'un homme qui avait retenu sa respiration pendant des décennies. Clarisse était livide. Elle s'est jetée sur le dossier bleu, l'ouvrant fébrilement, déchirant presque les pages. Elle lisait les clauses, ses yeux scannant les lignes juridiques, cherchant une faille, une erreur. Mandataire unique, Fanli. Interdiction d'aliéner le capital. Rente mensuelle pour les donateurs. Elle lisait à voix haute, la voix étranglée. Elle a levé les yeux vers moi, et j'y ai vu une haine pure. Tu m'as volé. Salope. Tu as manipulé un vieillard sénile pour tout prendre. Je n'ai rien pris, ai-je répondu froidement. Lis l'article 4. Je n'ai pas le droit d'utiliser cet argent pour moi-même. Je suis juste la gardienne. Je m'assure que papa et maman auront de quoi manger et se soigner jusqu'à leur dernier jour. Et je m'assure que tu ne pourras pas dilapider leur survie dans tes caprices. Maman, a geint Clarisse en se tournant vers Solange. Fais quelque chose. Elle a tout bloqué. Je ne peux plus rien toucher. Mon projet, la banque attend l'apport lundi. Je vais tout perdre. Ma mère s'est levée, tremblante de fureur. Elle a pointé un doigt accusateur vers mon père. Marceau, tu vas annuler ça tout de suite. Tu l'entends? Tu vas appeler le mercier et tu vas dire que tu étais sous influence. Fanny t'a monté la tête. Mon père a secoué la tête. Non, Solange. C'est toi qui m'as monté la tête. Pendant des années. Tu m'as fait croire que Clarisse avait besoin de tout et que Fanny n'avait besoin de rien. Tu m'as fait honte d'aimer mes 2 filles également. Il a regardé ma mère avec une immense fatigue. J'ai fait ça pour nous protéger de toi. Et d'elle. Tu es un monstre, a craché Clarisse. Elle a balayé la table d'un revers de main furieux. Les verres de cristal, les assiettes en porcelaine, les chandeliers, tout a volé en éclats sur le sol. Le bruit était terrifiant. La sauce de l'oie a éclaboussé sa robe rouge, comme du sang sale. La famille, les oncles, les tantes, ceux qui applaudissaient 2 minutes plus tôt, étaient pétrifiés. Ils voyaient enfin le vrai visage de la « princesse ». Ils voyaient une enfant gâtée de 34 ans en pleine crise de nerfs parce qu'on lui avait retiré son jouet. « C'est fini, Clarisse », ai-je dit, ma voix calme contrastant avec son hystérie. « L'argent est en sécurité. Tu vas devoir travailler pour payer tes dettes. Tu vas devoir apprendre à vivre avec tes propres moyens, comme tout le monde. Comme moi. Je te hais, a-t-elle hurlé, les larmes coulant sur son maquillage parfait, créant des traînées noires sur son visage. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne cherche pas ton pardon, ai-je répondu. Je cherche juste la justice. La suite de la soirée a été un mélange flou de cris, de pleurs et de départs précipités. L'ambiance de fête s'était évaporée. Les invités, gênés, ont commencé à murmurer des excuses bidons pour partir. Il se fait tard, la neige, la route. Personne n'a osé regarder Clarisse dans les yeux. Mon oncle Bertrand, celui qui avait crié « Bravo », est sorti en rasant les murs, sans même dire au revoir. La salle à manger s'est vidée. Il ne restait que nous 4, au milieu des débris de vaisselle et de nourriture renversée. Une ruine. L'image parfaite de notre famille. Clarisse s'était effondrée sur une chaise, sanglotant bruyamment, ruinant sa robe Dior tachée de graisse. Elle n'avait plus rien de la femme d'affaires triomphante. Elle n'était qu'une petite fille colérique qui venait de réaliser que le monde ne lui obéirait plus. Ma mère était assise à côté d'elle, hébétée. Elle murmurait des phrases sans suite. Comment on va faire? Que vont dire les gens? Le mariage, on ne peut pas annuler le traiteur. Marceau, comment as-tu pu? Son pouvoir s'était brisé en même temps que la vaisselle. Elle réalisait qu'elle avait perdu le contrôle sur son mari, et par extension, sur l'argent. Elle était vaincue. Mon père, lui, n'avait pas bougé. Il avait l'air épuisé, vidé, mais soulagé. Comme quelqu'un qui vient de poser un sac de ciment qu'il portait depuis 40 ans. Je me suis levée. J'ai ramassé le dossier bleu. Je n'avais plus rien à faire ici. La sentence avait été prononcée. L'exécution avait eu lieu. Je m'en vais,
ai-je dit. Ma mère a relevé la tête. Tu pars? Tu nous laisses dans cet état? Après ce que tu as fait? Ce n'est pas moi qui ai fait ça, maman, ai-je répondu en désignant le chaos de la pièce. C'est vous. C'est le résultat de toutes vos années de préférence, de mépris et d'aveuglement. J'ai juste allumé la lumière. Je me suis dirigée vers le hall d'entrée pour récupérer mon vieux manteau. Celui qu'elles avaient moqué. Il me semblait maintenant être une armure royale. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, laissant entrer l'air glacial de la nuit, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était mon père. Il m'avait suivi. Il se tenait dans le hall, sans veste, frissonnant dans le froid. Il avait l'air plus petit que jamais, voûté par les ans et les regrets, mais ses yeux étaient clairs. Fanny? Je me suis arrêtée, ma main sur la poignée de la porte. Je suis désolé, a-t-il dit, la voix brisée. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te protéger plus tôt. J'aurais dû dire quelque chose il y a 10 ans, il y a 20 ans. J'ai été un lâche. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je n'ai pas pleuré. Tu l'as fait ce soir, papa. C'est ça qui compte. Mieux vaut tard que jamais. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit objet enveloppé dans un mouchoir. Il me l'a tendu avec une main tremblante. Tiens. Je l'ai sauvé. J'ai ouvert le mouchoir. C'était la montre à gousset que Clarisse avait fait tomber. Le verre était brisé, mais le boîtier était encore là, le mécanisme tic-taquait encore faiblement à l'intérieur. Elle est cassée, papa. Toi tu peux la réparer, a-t-il dit avec un petit sourire triste. Tu sais tout réparer, Fanny. Tu es la plus forte de nous tous. Il m'a serré dans ses bras, une étreinte maladroite, brève, mais réelle. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti qu'il était fier de moi. Non pas parce que j'étais, facile, silencieuse, mais parce que j'avais été courageuse. Va-t'en, a-t-il chuchoté. Ne reviens pas avant longtemps. Vis ta vie. Je m'occuperai de ta mère. Avec ton aide juridique, elles ne pourront plus me faire de mal. J'ai hoché la tête. J'ai embrassé sa joue piquante de barbe grise. Joyeux Noël, papa. Je suis sortie dans la nuit. La neige tombait toujours, recouvrant Colmar d'un manteau blanc immaculé, cachant la laideur du monde. L'air était froid, pur, mordant. Il remplissait mes poumons, chassant l'odeur étouffante de l'oie rôtie et du parfum de luxe de ma sœur. Je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré. J'ai laissé derrière moi la maison de mon enfance, les lumières, les cris, le drame. Je n'avais pas les 380 000 euros. Je n'avais pas l'approbation de ma mère. Mais j'avais quelque chose de bien plus précieux. J'avais ma dignité. J'avais sauvé mon père. Et j'avais brisé le cycle. 3 mois ont passé depuis cette nuit. Les choses ont changé. Maître Lemercier gère les comptes d'une main de fer. Clarisse a dû annuler son grand mariage et se contenter d'une cérémonie civile modeste, qu'elle a payée elle-même. Elle a dû vendre sa Porsche et déménager dans un appartement plus petit. Elle m'envoie parfois des messages d'insultes, que j'archive sans répondre. Ma mère est toujours en colère, mais elle n'a pas le choix. Elle doit passer par moi pour chaque grosse dépense. Ça l'a rendue plus humble, ou du moins, plus silencieuse. Quant à papa, il vient me voir à Besançon un week-end sur 2. Il s'assoit dans mon atelier, il me regarde travailler, et on parle. On parle vraiment. On rattrape le temps perdu. J'ai appris une leçon importante cette nuit-là. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle arrive calmement, avec un dossier bleu sous le bras et une signature en bas d'une page. Je n'ai pas gagné en criant plus fort qu'elle. J'ai gagné en restant immobile pendant que la vérité les rattrapait. Voilà mon histoire. C'était le Noël où j'ai tout fait exploser pour sauver ce qui comptait vraiment. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez ressenti cette satisfaction de voir le karma agir, mettez un « j'aime » sur cette vidéo. Et surtout, partagez votre expérience. Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour protéger un proche toxique? Avez-vous déjà été le « vilain petit canard » qui a fini par mordre? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice familiale.
Vous n'êtes pas seul. Parfois, il faut juste un peu de courage pour remettre les pendules à l'heure.